Juan Branco défend une thèse simple dans Crépuscule. La thèse qu'il défend, c'est que la France n'est pas une démocratie, mais une oligarchie. En France, on n'est pas dans un système démocratique, mais on est dans un système oligarchique. Une oligarchie qui se cache et qui est masquée sous les apparences d'une démocratie. Comment expliquer qu'après 18 mois de présidence, la moitié des Français voulaient déjà changer de président? C'est parce que Macron s'est approprié le pouvoir populaire. La captation du pouvoir par une petite minorité qui s'est ensuite assurée d'en distribuer l'usufruit auprès des siens sans ne rien s'exiger ni s'imposer en un détriment qui explique l'explosion de violence à laquelle nous avons assisté. L'explosion de violence à laquelle fait référence Juan Branco sont bien sûr les gilets jaunes. Et en fait, la crise des gilets jaunes, c'est l'expression d'une défaillance politique. Qui a fait que notre système démocratique s'est transformé en une oligarchie. Alors, c'est quoi une oligarchie? C'est quoi un système oligarchique? C'est un espace public dominé par des individus qui ont une immense fortune. Et cette fortune, ils l'investissent dans l'État afin de prendre le contrôle des médias, d'assécher les médias, d'en réduire le pouvoir et d'en tirer une influence qui va assurer la préservation de l'intérêt de ces individus au détriment de l'intérêt du bien commun. Nous sommes en France dans un pays où 90% de la presse est détenue par quelques milliardaires. Dans Crépuscule, Branco brosse le portrait de ce système oligarchique. Et ce système oligarchique, il commence dès la petite enfance, il commence dès l'école. Juan Branco prend l'exemple de l'école alsacienne, qui est le lieu de reproduction et de propulsion des héritiers de l'intelligentsia culturelle de Paris, auquel s'ajoutent au fil des promotions des dirigeants politiques et économiques du pays. Sous contrat avec l'État, l'école a le contrôle absolu sur le processus de sélection de ses élèves et de son corps professoral. Elle n'est soumise à aucun quota, qu'il soit géographique ou économique, contrairement à la plupart, à normalement 95% des lycées de France et de Navarre. Ainsi, on peut s'y reproduire et se socialiser sans craindre d'être contaminé par de mauvaises fréquentations. Juan Branco prend l'exemple dans l'école alsacienne de la promotion de 2007. Et dans la promotion de 2007, on a Gabriel Attal, la petite fille de Giscard d'Estaing, la fille du PDG du Club Med, la fille du PDG d'Arcos, par ailleurs sœur du futur patron d'Uber France, un des héritiers Seydoux, la fratrie issue des producteurs de cinéma Godot, les lointains héritiers du général de Haute-Cloque, les grandes lignées des De Galard, de Lantivy, de Lastour, la fille du patron de presse Bernard Zécry, celle du fondateur d'APC Jean Touitou, le petit-fils du banquier Michel Pébereau, la fille du président de l'American University of Paris Gerardo de la Paolera, et ainsi de suite, des grands cadres d'entreprises du CAC 40, avocats et autres fonctionnaires à l'UNESCO, le fils du proviseur d'Henri IV, complètent ce tableau, accompagné d'une minorité de descendants d'artistes comme Oliven, Bussereau, Breton et Payon, ainsi que quelques acteurs comme Huppert, Thomas Scott. Donc on a une école alsacienne où on peut tous être dans un entre-soi, où tous les individus qui ont du pouvoir, des fréquentations, s'agrègent et nouent et tissent leurs liens, leurs réseaux, afin que leur descendance puisse maintenir ce système oligarchique en place. Et un exemple concret d'un style de vie de ces oligarques, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, à 23 ans, il obtient un salaire qui le situe de facto parmi les personnes les mieux rémunérées du pays. Il est doté de 2 secrétaires, il a accès aux restaurants gastronomiques et aux voitures de fonction du cabinet. Ainsi, ces liens de complicité entre les différents héritiers du pays se font également entre les dirigeants actuels, les dirigeants adultes eux-mêmes. Et ces liens de complicité touchent quelques individus qui possèdent tous les pouvoirs. Commençons par Xavier Niel et Emmanuel Macron. Xavier Niel et Emmanuel Macron sont amis de longue date. Le premier a mobilisé sa fortune et son réseau pour faire élire le second, alors que celui-ci était encore un inconnu et se faisait pourtant passer pour l'enfant d'une immaculée conception. Xavier Niel est le propriétaire du Monde, mais aussi de l'Obs, possède des parties minoritaires dans la quasi-totalité des médias français, y compris Mediapart. Et il n'est pas pour rien dans le fait que Emmanuel Macron a eu un temps de parole supérieur à tous les candidats lors des élections présidentielles de 2017. Par ailleurs, Xavier Niel est en couple avec la fille de Bernard Arnault qui est la première
grande fortune française, et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, peut-être même la première grande fortune européenne. Et tous ces liens n'ont jamais été exposés clairement dans la presse. Macron a nié avoir une connexion avec Bernard Arnault. 10 jours après son entretien avec Plenel et Bourdin, Monsieur Emmanuel Macron invite Monsieur Arnault à la table présidentielle du dîner d'État donné par Donald Trump en l'honneur de la France. Et dans ce système, où on a des individus qui sont dans un entre-soi absolu, et qui partagent et favorisent leurs intérêts, les médias sont complices. Comment se fait-il que les journalistes se soient tus et préféraient esquiver tous ces faits, ne pas mettre en évidence les relations entre Bernard Arnault, Xavier Niel et Emmanuel Macron? Personne dans la presse n'a expliqué clairement les liens entre ces individus. Par exemple, des journalistes comme Fabrice Arfi ont nié mettre en évidence ces liens, affirment refuser de mettre en évidence ces liens parce que ce serait aller dans la vie privée de ces individus. Pourtant, Branco insiste sur le fait que ici on n'est pas en train de parler de la vie privée de certains individus. On est en train de parler de la vie privée d'individus qui sont aux manettes, aux commandes de la population. Leur personnalité, leur transparence devraient être encore plus de rigueur, et les liens potentiels de corruption, les liens potentiels de pot de vin devraient pouvoir être exprimés à la vue de tous sur la place publique, afin que tout le monde en ait conscience. Et ces répercussions et ces liens de connivence ont des répercussions sur toute la société, parce que ne pas dénoncer ces liens relève, selon Branco, de la criminalité. Car ce sont 10 à 15 000 personnes chaque année, selon l'INSERM, qui meurent d'un chômage de masse que nos dirigeants, du fait de leur adhésion à un système économique délétère créé pour favoriser leur carrière. Et les puissants ne cessent de s'alimenter depuis 40 ans. Aucune démocratie, sans ces systèmes, n'aurait survécu à ces 40 ans de dévastation du lien social aussi systématique d'écrasement des salaires et d'explosion des inégalités. Pour maintenir leur réseau, opèrent en soubassement. Xavier Niel dit « Vous ne trouverez jamais la preuve d'une intervention de ma part dans le contenu de mes canards, donc sous-entendu de mes journaux. » Voilà qui est clarifié. Mais comment peut-on réellement croire au fait que Xavier Niel n'intervienne absolument jamais dans ces journaux? C'est littéralement impossible. Et le fait que l'on découvre les liens entre Xavier Niel, Bernard Arnault, Emmanuel Macron, qui ont déjeuné ensemble à l'été 2014, Branco qui affirme et a déjeuné avec Xavier Niel qui lui a dit Emmanuel Macron sera président dans 3 ans, et que ces informations ne soient pas mises sur la place publique pose problème. Parce qu'on découvre tout cela seulement 1 an après l'élection. Seulement en 2019. Juan Branco publie Crépuscule. Il y a une corruption également du monde de l'édition, donc de l'information. Madrigal, qui possède Flammarion également, eh bien, ce groupe est détenu en partie par Bernard Arnault. Et Annie Lebrun, une autrice, a été censurée. Une autrice historique de la maison a été censurée parce que dans son dernier ouvrage sur la mode, un de ses derniers ouvrages sur la mode, elle critique LVMH. Et si vous regardez la bibliographie d'Annie Lebrun, elle est à Gallimard depuis 40 ans. Et en 2020, je crois, suite à ce livre où elle critique LVMH, qui est la propriété de Bernard Arnault, elle est reléguée à Stock. Elle ne publiera que chez Stock. Si je prends également un autre éditeur français, Hachette Livre, c'est un chiffre de 2 milliards d'euros en 2015. La propriété du groupe Lagardère, Vincent Lagardère, qui est aussi un proche, ami de Bernard Arnault, proche également de Xavier Niel, qui emploie 7000 personnes, ce groupe Lagardère, et ce groupe possède énormément de maisons d'édition. Grasset, Fayard, Stock, Calment-Lévy, Duno, Armand Collin, Marabout, le livre de poche Larousse. Tout ça sont la possession de Lagardère. Ainsi, on va avoir ce système oligarchique où les amis vont pouvoir bénéficier alors que le peuple va souffrir et mordre de la poussière. Je vais prendre simplement un exemple d'une personne qui a pu bénéficier d'un statut social et d'avantages. C'est Emmanuelle Wargon. Et Emmanuelle Wargon, elle a été nommée très récemment secrétaire d'État en 2018
auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. En 2020, elle est chargée du logement. Elle est nommée ministre. En 2021, elle est présidente du Conseil national des territoires de progrès. Et en 2022, elle est nommée à la tête de la Commission de régulation de l'énergie par décret présidentiel en août 2022. Donc Emmanuelle Wargon, on pourrait penser que ses compétences qui l'ont amenée là. Elle a occupé différents postes administratifs au sein de la santé. Elle rejoint le groupe Danone en qualité de directrice de la communication et des affaires publiques. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de noter son amitié intime avec Nadia Maric. Nadia Maric, qui est l'ancienne, ou en tout cas la femme, du défunt Richard Descoings, qui était président de l'école de Sciences Po, ainsi que du couple Philippe, Laurent Birgonne et Brigitte Tattinger. Philippe, pas bien entendu d'Édouard Philippe, qui était donc le Premier ministre de Macron. Brigitte Tattinger, qui est elle-même la femme d'un certain Jean-Pierre Jouyet, Jean-Pierre Jouyet étant l'ambassadeur de France au Royaume-Uni. Ce sont sans doute, non pas les compétences qui ont permis à Emmanuelle Wargon d'accéder au poste par décret présidentiel, mais potentiellement ce sont ses connexions avec les dirigeants. Et on pourrait continuer comme ça, la liste extrêmement longue. La belle-fille de Jean-Pierre Jouyet a été nommée directrice adjointe au musée du Quai Branly à 25 ans. Le fils de Le Drian a été nommé à un poste important à la Caisse des dépôts, etc., etc. Une conséquence pour les amis de Emmanuel Macron, ça a été le fait que la fortune de Bernard Arnault entre 2016 et 2018 a fait un bond et elle est passée de 30 à 60 milliards. Branco pose la question, y a-t-il d'après vous une explication autre qu'une explication étatique, administrative et peut-être de corruption? Je vais résumer la pensée de Branco en 3 mots. 1. Critique du système éducatif. Il affirme que le système éducatif favorise l'élitisme et la reproduction des inégalités sociales. L'élite dirigeante est principalement issue des mêmes écoles et mêmes universités. Deuxième point, dénonciation des médias. Les médias sont contrôlés par les mêmes élites et ne peuvent pas, par définition, remplir leur rôle de contre-pouvoir. Les médias, la presse, sont censés informer le public, pouvoir être une arme contre des injustices sociales, d'autant plus des injustices qui touchent toute la population, mais ils ne peuvent pas remplir ce rôle puisque les médias sont financés par ces mêmes individus qui détiennent le pouvoir. Troisième point, Branco appelle à une mobilisation populaire pour renverser le système politique existant, instaurer une nouvelle forme de démocratie en France, et il encourage les citoyens à s'engager publiquement, politiquement, pour lutter contre l'oligarchie.